Bon frères et sœurs, messieurs, dames, merci de nous recevoir chez vous à travers cette édition d'information. C'est peut-être le début de la reprise du dialogue direct entre les autorités nigériennes et celles du Bénin. Nous l'avons appris aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur, le général de brigade, Mohamed Touma, accompagné d'une délégation de haut niveau, est à Cotonou pour prendre langue avec les autorités béninoises. Plus de précisions avec Moustapha Abdrahman Zongoma. C'est dans un communiqué lu sur les antennes de la télévision nationale dans l'édition d'information de la mi-journée de ce 24 juillet 2024 que l'annonce a été faite. L'envoi par le Niger d'une délégation de haut niveau au Bénin pour discuter de plusieurs sujets d'intérêt commun pour les deux pays. À la tête de la délégation, le ministre nigérien de l'Intérieur, le général de brigade Mohamed Touma. Avec lui, le directeur de cabinet du président du CNSP et des hauts gradés de la gendarmerie, de la garde et de la police nationale. Le communiqué précise que l'envoi de cette délégation a été fait à la demande de Yahi Boni et Nicéphore Soglo, tous deux anciens chefs d'État du Bénin, et avec l'autorisation du président de la République du Bénin, Patrice Talon. L'envoi de cette délégation de haut niveau marque la fin de la rupture du dialogue direct entre les autorités du Bénin et du Niger, engendrée par la menace d'intervention militaire de la CEDEAO au Niger à la suite du coup d'État du 26 juillet 2023, entreprise militaire dans laquelle le Bénin s'est particulièrement montré engagé. En visite de médiation du 24 au 27 juin 2024 dernier à Niamey, les deux anciens chefs d'État béninois ont obtenu de la part des autorités de transition nigériennes le principe de la mise en place d'une commission tripartite en vue d'un retour à la normale des rapports entre le Bénin et le Niger qui garantit la sécurité des deux États. L'envoi de cette délégation de haut niveau marque la prédisposition du Bénin à donner également une chance aux pourparlers devant aboutir à la réouverture de la frontière commune entre les deux pays et probablement à la reprise de l'exportation du pétrole brut nigérien à partir du port béninois de Sémékopdji. Les ministres et institutions de la République se sont rencontrés ce matin dans la salle de réunion de l'hôtel Radisson Blu de Niamey. Il s'est agi pour eux de discuter et d'échanger pour la revue conjointe des projets et programmes financés par la Banque mondiale au Niger. C'est le Premier ministre qui a présidé la cérémonie en présence de nos deux reporters, Boubacar Amadou et Rabiou Labo, suivant leur compte rendu. À cette revue conjointe des projets et programmes financés par la Banque mondiale au Niger, les ministères et institutions de la République, partenaires de mise en œuvre. Un exercice qui consiste à examiner les projets en cours, à apprécier leurs performances, discuter des difficultés et obstacles identifiés et proposer des solutions visant à les surmonter afin d'améliorer la performance des projets. Fondamentalement, il s'agit de se poser deux questions. Qu'est-ce qui fonctionne bien ? Et nous devons continuer à faire de la même manière. Et qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire différemment? Bien du côté de la Banque mondiale, bien du côté des autorités nigériennes, bien du côté des autres parties prenantes qui interviennent dans la longue chaîne qui mène de la conception du projet à la réalisation sur le terrain. Par le passé, mon expérience est que cet exercice d'aujourd'hui a le plus d'impact si c'est fait en toute transparence et avec toute humilité. Aujourd'hui, je m'engage moi-même et mon équipe à cette transparence et humilité. Je vous invite donc à voir que l'opportunité est énorme et les résultats et les bénéfices pour les populations nigériennes seront énormes aussi si, ensemble, nous trouvons la manière de résoudre les obstacles à la mise en œuvre de ce portefeuille. Cette rencontre a permis de passer en revue un portefeuille actif de 27 projets représentant un engagement total de 4,2 milliards de dollars, soit plus de 2500 milliards de francs CFA. Ce portefeuille, l'un des plus importants d'Afrique selon la Banque mondiale, couvre plusieurs secteurs clés. Cependant, le montant non décaissé s'élève à 3,1 milliards de dollars, soit 1800 milliards de francs CFA. Le Premier ministre a pris l'engagement des mesures qui seront mises en œuvre pour décaisser ce fonds qui représente près de 3/4 de l'enveloppe. Ces échanges ont permis évidemment de mettre le doigt sur
les principaux boulots d'étranglement dans la mise en œuvre des projets. Il y a eu un engagement clair à faire autrement, différemment, pour que nous puissions avoir des résultats sur le terrain. Troisième aspect important, c'est de dire que les ressources existent. Donc la balle est dans notre camp. C'est de voir comment, ensemble, nous allons pouvoir les mobiliser pour les rendre disponibles au profit de nos populations. L'autre élément essentiel, on a appelé l'attention de la banque sur la prise en compte de la législation nationale lorsqu'elle permet évidemment de respecter tout ce qui est prévu dans la législation de l'institution pour que nous puissions aller de l'avant rapidement dans la mise en œuvre des projets. Nous avons également mis le doigt sur les retards. En réalité, c'est un partage de responsabilités. Autant nous en avons du côté de nos administrations, les unités de gestion de projet, autant on retrouve également du côté de l'institution. Un engagement clair a été pris pour que nous puissions endiguer évidemment ce problème de manière à ce que les populations qui attendent puissent évidemment être rapidement bénéficiaires de ces investissements. Durant près de 2 heures d'horloge, la Banque mondiale et les ministères sectoriels, sous la supervision du Premier ministre, ont échangé sur l'appréciation générale de l'état d'exécution du portefeuille, les défis et les contraintes, afin de dégager des perspectives pour améliorer la mise en œuvre des projets et programmes de la Banque mondiale pour le Niger. Série de visites hier mardi dans la région de Maradi du ministre en charge de l'action humanitaire et de la gestion des catastrophes. Objectif de la mission, s'enquérir des conditions de vie et de la situation humanitaire de la dite localité en cette saison de forte pluie. Les explications avec Mohamed Alpha et Ibrahim Amadou. C'est un accueil historique réservé à la ministre en charge de l'action humanitaire et de la gestion des catastrophes, accompagnée de la délégation ministérielle. Elle a été accueillie par le premier responsable de la région de Maradi, le contrôleur général de police Issoufou Maman et son staff, ainsi que les organisations humanitaires et les forces de défense et de sécurité de la dite localité. La première étape de la visite a constitué le site de recasé des sinistrés des inondations 2020. La seconde étape a concerné les ravins de la ville de Maradi, un projet qui a été pris en charge par Pirudem. Les travaux débuteront dans les prochains jours. Ensuite, elle s'est rendue au CS Yandaka. La ministre Aïssata Lawan Wandarman et sa délégation ont été félicités et encouragés par les sinistrés de 2020 qui ont formulé des doléances, tout en saluant les efforts du gouvernement du CNSP. La ministre a pris note et les a rassurés que toutes les conditions seront créées pour satisfaire leurs inquiétudes. Aïssata Lawan Wandaraman s'est réjoui de la série de visites menées ce mardi 23 juillet 2024. Elle a demandé à la population de la capitale économique du Niger à plus de vigilance en cette saison hivernale où les fortes précipitations sont enregistrées. Cette série de visites de la ministre de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes vise à prendre des dispositions nécessaires pour freiner les cas d'inondation dans la région de Maradi. Les experts et directeurs généraux des douanes des États membres de l'AES se sont retrouvés à Niamey pour une première réunion. Cette rencontre porte sur les impacts du retrait des pays membres de l'AES de la CEDEAO. Le compte-rendu avec Souleymane Ousmane et Abdelaziz Jibrila. Les patrons des douanes de la Confédération des États du Sahel mutualisent leurs efforts pour ensemble analyser et débattre sur les impacts de la sortie de leurs pays respectifs de la CEDEAO à travers la première réunion des experts des administrations des douanes de l'AES. Les objectifs de cette rencontre ont été étalés par le secrétaire général du ministère de l'Économie et des Finances lors de son intervention. La réunion préparatoire à la première rencontre des directeurs généraux des douanes de la Confédération des États du Sahel qui vous réunit en ce jour a donc pour objet d'analyser nos rapports avec la CEDEAO
et les impacts de notre sortie de cette organisation qui s'est détournée de ses objectifs initiaux. Vous proposerez également l'affectation future du prélèvement effectué pour le compte de la CEDEAO. Au cours de cette réunion, il est également attendu des résultats afin de relever les défis. L'histoire retiendra en effet et l'enregistrera certainement dans ses glorieuses pages votre apport inestimable à cet élan patriotique de conquête et de réalisation de notre souveraineté. En pareille circonstance, je sais compter sur votre engagement ferme et votre attachement aux idéaux de la Confédération des États du Sahel, afin qu'au sortir de vos travaux, des recommandations pertinentes soient soumises aux autorités de nos 3 pays. Le directeur général des douanes a pour sa part rappelé le rôle important que jouent les douanes de l'AES dans l'atteinte des objectifs de la Confédération des États de l'AES. L'avenir de l'AES aujourd'hui, il est dans la main des différentes administrations douanières. Parce que vous avez la fiscalité de porte, vous avez également la fiscalité intérieure, vous avez également, comme ils l'ont dit, la libre circulation des personnes, des biens, des services. Bref, toute la vie socio-économique de l'AES aujourd'hui passe à travers le maillon douanier que nous sommes chargés de contrôler, que nous sommes chargés de vérifier. Il s'agira au cours de cette première réunion des directeurs généraux des douanes de la Confédération des États de l'AES de poser les jalons d'une union douanière avec des instruments harmonisés dans un espace de libre circulation des personnes, des biens et des services conformément à la volonté des autorités des 3 États. 32,9%, c'est le taux enregistré sur le plan national des examens du baccalauréat session 2024. Cet après-midi, le ministre en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation technique a publié les résultats globaux définitifs du bac 2024. Faisons le point avec Souleymane Ousmane et Ibrahim Ousmane. Par voie officielle, les résultats globaux définitifs du baccalauréat session 2024 ont été publiés. Ainsi, au plan national, c'est un taux de 32,9% qui a été enregistré. Au total, il y a 27 719 admis, soit un taux de réussite globale de 32,9%. Donc vous retenez 33% à peu près, un candidat sur 3 admis. On peut dire que c'est légèrement mieux que l'année dernière, mais ce n'est pas encore satisfaisant de façon globale au niveau du pays, de ce qu'on attend, parce que c'est quand même le taux de déperdition est très fort. Un candidat sur 3 qui est admis, on peut faire mieux. En termes de classement par région et par catégorie du baccalauréat, le classement se présente comme suit. Pour la région d'Agadez, 33% globalement. Pour la région de Difa, 37,6%. La région de Dosso, 26,8%. La région de Maradi, 26,8%. La région de Niamey, 40,2%. La région de Tawa, 29,9%. La région de Tillabéri, 29,1%. Et la région de Zender, 32,2%. Vous avez pour l'enseignement professionnel 67,0% de taux de réussite. L'enseignement technique, 32,2%. Et l'enseignement général, 29,0%.
Pour la session 2024, la région de Niamey occupe la première place suivie de Difa. Ces résultats ainsi publiés, 32,9% contre 25,63% en 2023, susciteront sans doute la réaction des acteurs éducatifs dans les jours à venir. Le secteur éducatif s'est agrandi avec la naissance d'une fédération nationale des associations des établissements privés de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle du Niger, en abrégé FENAEP. Le baptême s'est déroulé ce matin au siège du SNAD avec une déclaration rendue publique. La teneur avec Araina Moussa et Mamadou Tchouri. Cette rencontre entre promoteurs et directeurs généraux des établissements privés consacre la naissance d'une nouvelle fédération nationale des associations des établissements privés de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle du Niger. Regroupant en son sein 4 associations, elle aura la lourde tâche de défendre les intérêts matériels et moraux des organisations socio-professionnelles des établissements privés de la formation technique et professionnelle. Soucieuse de faire respecter les libertés et droits d'association et d'organisation ratifiés par le Niger, réunie ce jour, mercredi 24 juillet 2024, et après une analyse de la situation des établissements privés d'enseignement professionnel et technique de notre pays, font la déclaration dont la teneur suit. Décidons de la création de la Fédération nationale des associations des établissements privés de l'enseignement et de la formation professionnelle et technique du Niger, dans le but de renforcer l'efficacité de nos actions en faveur des populations nigériennes en général et de nos membres en particulier. Encourageons plutôt le peuple du Niger pour sa résilience depuis les événements du 26 juillet 2023 et l'invite à poursuivre le combat jusqu'à la libération totale de notre pays. Félicitons les peuples héroïques du Niger, du Burkina Faso et du Mali dans leur volonté et leur détermination de détruire tous les sanctuaires des terroristes. Par cette déclaration, ce cadre fédérateur apporte son soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP avant d'exhorter les autorités à avoir un œil regardant vis-à-vis de leur établissement. Invitons tous nos membres à se mobiliser autour du CNSP pour la libération totale de notre pays afin d'administrer un bel exemple en face du monde. Demandons au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et son gouvernement l'apurement de tous les arriérés des frais de scolarité au titre des années académiques 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, pour le niveau supérieur ainsi que pour le niveau moyen, afin de permettre aux promoteurs des établissements privés de faire face aux créanciers, mais aussi de payer les impôts. Plaidons auprès du gouvernement de surseoir à la fermeture des établissements privés en santé se trouvant dans les départements à l'horizon 2025, afin de sécuriser l'emploi et les investissements. Réaffirmons notre ferme détermination à poursuivre les lobbying et les plaidoyers jusqu'à satisfaction totale. La formation professionnelle et technique constitue un pivot incontournable pour le développement socio-économique du Niger. La Fédération nationale des associations des établissements privés de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle du Niger, que dirigera désormais Abdoulaye Sandamega et ses collaborateurs, permettra sans nul doute de redonner au secteur privé de l'enseignement professionnel et technique ses lettres de noblesse. Dans le but de contribuer à l'amélioration du taux d'enregistrement des naissances dans le délai légal, UNICEF appuie l'État du Niger dans la mise en œuvre de l'initiative Hakinyara. Une de nos équipes s'est intéressée à ce sujet. Quelle importance de l'établissement de l'acte de naissance aux enfants? Élément de réponse dans ce reportage signé Oussena Hassoumi et Omar Boukari. Premier document qui établit l'existence légale pour toute personne, l'acte de naissance est un acte administratif authentifié par un officier d'état civil. Il permet à l'intéressé de jouir de plusieurs droits et privilèges.
C'est important d'établir l'acte pour l'enfant dès la naissance. Ça lui permettra de mieux préparer son avenir. L'établissement des actes de naissance permet à l'enfant de jouir de son droit à un nom, à une identité, à une nationalité et aux droits civiques, économiques et sociaux. L'acte de naissance qui est délivré après la déclaration de l'enfant sert à la reconnaissance juridique de cet enfant dans la société. Cet acte de naissance ouvre les portes aux autres documents administratifs et civils. À travers cet acte de naissance, l'enfant est inscrit à l'école. Plus tard, il se fait établir le permis de conduire, le passeport, la carte d'identité. Pour obtenir ces documents, ce sont les parents, père ou mère de l'enfant qui doivent entreprendre les démarches au niveau de la maternité, aussitôt après la naissance du bébé. Donc ici, dans le registre, on va les registrer dans le registre de la salle d'accouchement. Donc après, le matin, quand nous venons ici, on prend le registre et on va enregistrer tous les enfants qui sont nés ici à la maternité. Chaque enfant a son numéro. Donc la femme vient avec la carte du mari pour faire la déclaration. Deux fois, c'est le mari qui vient avant qu'on libère la femme pour faire la déclaration et c'est le mari lui-même qui va faire la signature. Si tu n'as pas fait la déclaration, 10 jours après, tu peux revenir faire. On a un délai jusqu'à 60 jours. Si la déclaration de naissance dépasse le délai de 2 mois, c'est au niveau de la mairie que les démarches doivent être entreprises. Donc là, la personne doit présenter d'abord la commune pour se faire délivrer le bulletin appelé bulletin individuel de recensement qui est annexé de la matrice, pour se présenter devant le juge. Donc c'est un document qui est authentifié, délivré par la mairie, authentifié par l'AD ou le SG selon le cas. Donc il se présente avec ce document-là, muni de sa demande du JD, plus éventuellement, comme la loi l'a si bien indiqué, c'est 2 témoins. Donc c'est avec ça le juge va faire le jugement de délivrance de l'acte de naissance à la personne dont, en tout cas, l'événement n'a pas pu être déclaré dans le délai. Que ce soit au niveau de la maternité ou la mairie, en fonction des délais de l'enregistrement de la naissance, l'acte de naissance peut être disponible dans un délai allant d'1 à 2 semaines. Bien qu'il soit établi gratuitement, ce n'est pas toujours que les parents s'empressent d'établir l'acte de naissance à leurs enfants. Deux fois, on a un peu de problème parce qu'il y a d'autres femmes, quand elles accouchent ici, donc le jour qu'on les libère, le mari ne vient pas et d'autres ne viennent pas avec la carte. Donc on ne peut pas faire la déclaration sans aussi la carte du mari ou bien la présence d'un membre de la famille du mari. 2 mois, 3 mois, 4 mois après, donc elle vient ici chercher l'acte de naissance. Celui qui n'a pas aussi déclaré ne peut pas avoir l'acte de naissance de l'enfant. Pour les structures de la société civile actives dans le domaine de la protection des droits des enfants, l'ignorance fait également partie des facteurs qui ne favorisent pas l'enregistrement des enfants à la naissance. La méconnaissance de l'importance de l'établissement des actes de naissance. Il y a des parents aussi qui eux-mêmes ne disposent pas d'actes de naissance. Les autorités doivent déployer beaucoup de moyens, mener des actions de plaidoyer en vue du financement des activités relatives à l'établissement des actes de naissance pour que tous les enfants nigériens, tant en milieu urbain qu'en milieu rural, puissent jouir de leurs droits à l'identité, à une nationalité. C'est pour accompagner les efforts de l'État que l'UNICEF et la Direction générale de l'État civil de la migration et des réfugiés ont lancé depuis le 29 juin 2024 une campagne de sensibilisation de masse dénommée Hakinyara. L'initiative va permettre d'atteindre un taux d'enregistrement de 87% de naissances, soit 1 254 000 naissances d'ici fin 2024. Votre rubrique hebdomadaire de tous les mercredis, Actu sur le web, c'est en compagnie de Balima Bourema. Balima, bonsoir. Aminatou Yaya Maïga, bonsoir. Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue à ce numéro d'Actu sur le web de ce mercredi
24 juillet 2024. Coopération, le Royaume-Uni veut renforcer ses liens avec le Niger selon ANP.NE. Oui, le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen a reçu dans l'après-midi d'hier à son cabinet l'économiste en chef du ministère des Affaires étrangères du Royaume-Uni, M. Adnan Khan, en mission au Niger. Il était en compagnie de la chef de la diplomatie du Royaume-Uni au Niger, Mme Catherine Iglenhern. L'objectif de cette rencontre pour les deux parties est d'avoir des échanges francs sur le développement économique, les défis auxquels le Niger fait face, ainsi que sur les questions clés et voir en même temps quelles sont les opportunités qui pourraient être soutenues dans l'avenir. Pour Mme Catherine Iglenhern, cette mission est également le cadre pour eux d'échanger non seulement avec le gouvernement nigérien, mais aussi avec les autres parties prenantes, notamment le secteur privé, les agriculteurs, la jeunesse et les partenaires techniques et financiers. À cet effet, l'équipe du Royaume-Uni s'est dite très reconnaissante à l'égard du Premier ministre pour leur avoir eu donné l'occasion d'échanger avec lui afin de mieux comprendre le Niger et le contexte actuel. Enfin, espérant ainsi maintenir le même contact, la chef de la diplomatie du Royaume-Uni au Niger s'est réjouie d'avoir eu des échanges avec le Premier ministre de la transition nigérienne. Les forces armées maliennes s'emparent d'une ville stratégique dans la zone de Tessalie, nous apprend maliweb.net. Les forces maliennes FAMA ont pris ce lundi 22 juillet 2024 le contrôle de la localité de In-Afarak, située à environ 122 km au nord-est de la région de Kidal. L'annonce a été faite ce même jour par la Direction de l'information et des relations publiques des armées, la DIRPA, sur ses plateformes numériques. L'état-major général des armées informe l'opinion nationale que ce lundi 22 juillet 2024, les unités des FAMA ont pris le contrôle de la localité de Ib Afarak, située à environ 122 km au nord-ouest, région de Kidal, indique le document. Il convient de rappeler que la zone d'Ib Afarak est un carrefour commercial très important et favorable à plusieurs types de trafic. Ainsi, cette action vigoureusement des troupes maliennes s'inscrit dans le cadre de la défense du territoire national et la protection des personnes et de leurs biens. Les unités FAMA restent plus que jamais à rechercher et à détruire la coalition mafieuse des groupes armés autour d'abus et de raquettes sur les populations paisibles. Cela avec la mise en place des postes de contrôle illégaux sur les axes restreignant la liberté des mouvements et des transporteurs, dénonce le document. Le haut commandement de l'armée rassure que la sécurité des populations reste une priorité et que les unités FAMA continueront des actions similaires jusqu'à la garantie de la liberté de mouvement des populations. En Guinée, deux familles veulent porter plainte contre le président de la transition selon voaafrica.com. Les familles de deux opposants au pouvoir en Guinée qui ont disparu après avoir été arrêtés, selon le collectif, ont porté plainte en France pour disparition forcée contre le colonel Mamadou Doumbia, selon l'accusé de réception de la plainte. Omar Silla, plus connu sous le nom de Fonike Mbengue, et Mamadou Diloba sont deux responsables du Front National pour la défense de la Constitution, le FNDC, un mouvement citoyen qui réclame le retour des civils au pouvoir en Guinée. Ils ont été arrêtés le 9 juillet selon le FNDC qui a dénoncé un kidnapping. De son côté, le procureur général de Guinée a nié toute arrestation et ordonné des enquêtes sur la disparition des deux militants. Aucun établissement pénitentiaire du pays ne détient ces personnes faisant objet d'enlèvement, a affirmé le procureur la semaine dernière. La plainte pénale en France, datée du lundi, a été déposée auprès de la procureure de la République du tribunal de Paris par les avocats français de Haoudian Doucouré, épouse de M. Silla, et d'Assiatou Ba, épouse de M. Ba. Cette plainte pointe les circonstances particulièrement suspectes de la disparition des deux opposants directement en lien avec les agissements des militaires au pouvoir. Les plaignants ont déposé plainte du chef de disparition forcée contre le colonel Mamadou Doumbia, ainsi que contre toute autre personne ayant participé à la commission des faits décrits. M. Silla et Ba ont été arrêtés au domicile du premier par des gendarmes et des soldats d'unités d'élite, selon le FNDC. Ils ont été brutalisés
et conduits à la direction des investigations judiciaires de la gendarmerie, puis sur l'île de Kassa, au large de la capitale Conakry, où ils sont détenus au secret, affirme le FNDC.